spectacle que la plupart d'entre vous n'ont pas vu, c'est un peu absurde, parce que je vous raconte qu'il y a eu un spectacle on s'était dit tous les trois, celui démocratiquement, qu'il vaut mieux montrer rapidement quelques images. Moi je vais faire une présentation, ensuite on va voir ensemble des images de Pablo qui va se montrer. Mais autrement, le théâtre, si on vous le raconte, soit on joue avec les mains, on peut envoyer un acteur, si on n'a pas vu le lieu, si on n'a pas vu le ça s'appelle déployer des trésors rhétoriques, ce qui n'est pas mon cas maintenant. Donc, on va commencer par vous montrer rapidement quelques images de la sélection, et ensuite, je vais comme si vous étiez un peu impliqué en élaboration du projet, ensuite, malgré moi, je vais abandonner, mais enfin, tout a changé d'avis, de voix, et alors, le Mahabharata, c'est un spectacle qui a été créé donc, en 1985. Pour ceux qui ne sauraient pas exactement de quoi il retourne, c'est un spectacle qui est fondé sur l'épopée indienne du Mahabharata. C'est une grande épopée mythico-historique qui est un peu une sorte de récit des origines, qui en fait raconte l'histoire de l'opposition entre deux familles cousines, que sont les Pandavas, les 5 Pandavas d'un côté, les Pandavas d'un côté, qui descendent d'une même mère, Kunti, et qui ont une femme, Draupadi, et les 100 Kauravas, qui sont donc leurs cousins. Et ça raconte la guerre qui les oppose, avec à la fin la victoire des 5 Pandavas et la destruction d'une grande partie du monde connu, et disons la renaissance d'un nouveau monde, donc un récit à la fois des origines et également un récit d'une grande guerre avec des thèmes un peu universels et fondateurs comme la famille, la guerre, la violence, la fidélité, la loyauté, la ruse, des choses comme ça, mises en scène donc dans un espace assez immense et incroyable, puisqu'il s'agissait des carrières Boulbon, qui sont des carrières, si vous ne savez pas exactement qui c'est, près d'Avignon. Peter Brook avait décidé de les monter dans ses carrières parce qu'il ne voulait pas monter cette grande épopée dans un endroit qui avait déjà été consacré comme un lieu théâtral, et le monter dans un espace, disons, brut, pour rappeler également le rapport à des forces dites primaires comme le feu, l'eau et la terre. C'est des thèmes dont nous aurons l'occasion de reparler. Donc voilà. Vous voyez un peu donc le dispositif qui était mis en place ici. Donc je vous en prie, Monsieur Banu, si vous voulez commencer votre... D'abord, il faut préciser que Brook a travaillé 2 fois sur de grandes épopées, de grands textes traditionnels. D'abord, il a travaillé sur la conférence des oiseaux, en s'inspirant de la grande épopée d'un poète persan, Farid Uddin Attar, et la conférence des oiseaux, c'est une histoire initiatique, comment les oiseaux, qui sont bien entendu l'équivalent des humains, se réunissent à l'appel d'un leader de la huppe pour partir en voyage en vue de rencontrer leur roi idéal, le Simorgh. Donc, cet extraordinaire poème, parce qu'il s'agit plutôt d'un poème, a accompagné Brook longtemps, depuis qu'il est allé en Iran dans les années 73-74. Et il fait une adaptation, mais chose très intéressante, il va faire cette adaptation de la conférence des oiseaux qui durait, je ne sais pas, 2 heures et demie, et en contrebalance, il va intégrer une farce africaine, l'os.
Et je vous dis ça parce que c'est assez important. Un de ces acteurs, Bruce Myers, j'ai fait une interview avec lui et il m'a dit il n'y a pas de conférence sans l'os. Quel est le sens profond? C'est que le spectacle de Bruck n'était pas un spectacle porté uniquement sur la dimension sacrée, comme il le dit dans le théâtre pauvre, dans l'espace vide, seulement, mais il avait besoin aussi de ce qu'on appelle le théâtre brut, les formes simples africaines. Donc le spectacle, en quelque sorte, dissociait les deux éléments. Pour la conférence des oiseaux, Bruck va avoir l'idée tout à fait extraordinaire de conjuguer l'homme et l'oiseau. C'est-à-dire ne pas montrer seulement un oiseau comme par exemple des grandes troupes de l'époque, le Bredenpap montrer, mais de montrer l'homme et un élément de l'oiseau, c'est-à-dire que les ailes, le bec, etc. Donc l'homme et l'oiseau. Il m'a fait faire une étude historique des marionnettes. Moi je l'ai faite, mais il s'en est pas servi. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'est pas la peine. Enfin, c'est évident qu'il a évolué. Mais après la conférence, il ne parle pas, mais il y a une vieille idée où quelqu'un, qui est une sorte de savant, leur a raconté toute une nuit, à lui et à Jean-Claude Carrière, le Mahabharata. Et au fond, Bruck part, et il le dit souvent, part de ce souvenir d'un premier récit, qui est le récit du Mahabharata, fait lors d'une soirée, quelque part à côté de la place Saint-Michel, et en sortant, ils se sont dit, Carrière et Bruck, qu'ils vont un jour faire le Mahabharata. Donc je dis ça parce que après la conférence des oiseaux, il y a un peu plus tardivement, presque 7 ans plus tard, le travail qu'il fait sur le Mahabharata. Le travail sur le Mahabharata, c'est assez important. Si vous pouvez, je vous conseille sincèrement, le Mahabharata, c'est illisible pour nous, parce que c'est très compliqué, il faut avoir la culture indienne, mais Jean-Claude Carrière fait un travail de condensation, de concentration, pour que ça devienne un texte qu'on peut percevoir, qu'on peut appréhender dans un monde occidental. Donc c'est pour ça que, de manière un peu vaniteuse, il va dire, mais comment, j'étais en débat une fois, il disait, ah oui, on parlait de la crise du texte contemporain. Il disait, comment, il n'y a pas de crise, regardez, il y a le Mahabharata. Mais le Mahabharata, c'est un projet signé, on ne prend pas le Mahabharata et on fait associer un spectacle d'amateur avec le Mahabharata. Donc il prétendait avoir créé un texte original, ce qui n'est pas le cas, mais c'est une très belle adaptation qui peut se lire, vous l'avez ici à la bibliothèque conservée, et ça vous permet aussi de vous débrouiller un peu dans une histoire assez compliquée. Deuxièmement, donc la préparation du texte va être très longue. Moi, je suis allé chez Carrière, il avait une pile comme ça de livres, il coupait tout ça parce qu'il fallait qu'il y ait une narration. Et pour mettre en scène le Mahabharata, Bruck va essayer, comme elle le disait tout à l'heure, de sortir du réseau habituel des espaces d'Avignon. Mais je me suis rappelé, parce que je me suis un peu... Catherine Tréhus-Ballaudet m'a proposé de venir ici, donc j'ai pu éveiller les souvenirs. Quand on a été invité au Bouffe du Nord, après la première partie, Bruck est venu, nous a demandé qu'est-ce que vous pensez, tout ça. Et un ami, un très grand professeur de grec, a posé une question qui m'est restée dans la tête, extrêmement légitime. Mais pourquoi allez-vous chercher le Mahabharata et vous ne faites pas un travail sur l'Odyssée ou sur l'Iliade? L'Iliade, c'est pas moins intéressant que le Mahabharata. À cette question très pertinente, Bruck a répondu d'une manière, comme il répond, économe, mais en même temps très significative. Il dit, parce que, et pour vous et pour moi, les deux épopées grecques sont trop familières. C'est-à-dire, il avait besoin d'une distance, d'une étrangeté,
parce que représenter Achille pose d'autres problèmes que représenter des demi-dieux indiens. Donc c'est la première chose. Et pour répondre un peu à cette exigence première, donc avoir une distance, sauver une certaine, préserver une certaine étrangeté, il décide de chercher un autre lieu. Donc celui qui l'invite, c'est le directeur du Festival d'Avignon de l'époque, Alain Crombeck, et il va refuser bien entendu la cour du Palais des Papes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a fait la conférence des oiseaux, il a accepté de jouer tout en changeant complètement la disposition des spectateurs au cloître des Carmes. Donc, c'était pas seulement un caprice. Donc, il a besoin pour le Mahabharata d'un autre lieu, d'un lieu excentré et d'un lieu qui va se constituer justement comme moi ce que j'ai appelé, parce qu'on a parlé souvent de l'ellipse, dans l'autre centre du festival. Il y a le centre du festival indoor, qui est le Palais des Papes, et l'autre centre, c'est la carrière Bourbon, qui va être révélée par Gluck, et ensuite le lieu est très très puissant, et beaucoup de metteurs en scène se sont un peu cassés les initiatives face à ce lieu très puissant. Et donc le lieu est entièrement refait avec Chloé Obolensky. Je crois que Pablo le dira. Chloé Obolensky a eu un rôle très important. C'était la scénographe de Gluck, la collaboratrice de Gluck, dans la mise en scène, dans la préparation du lieu, pour préserver en même temps l'aspect primitif du lieu, mais en même temps dégager des espaces de jeu. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je me suis dit qu'on a eu une bonne idée de vous montrer au début quelques éléments, c'est que le Mahabharata, pour moi, maintenant, après tant d'années, a été une légère déception. Parce que Brooke avait déclaré au début qu'on ne peut pas représenter les dieux par des humains. Et il s'est engagé, et moi de nouveau j'ai été convié pour chercher des masques, et de nouveau il a abandonné le projet. Mais moi je trouve que les masques manquent au Mahabharata, qu'il y a une sorte d'humanité, on va voir tout de suite, poétique, mais que c'est la dimension anonyme, impersonnelle du masque, qui était le souci premier de Brooke, manque dans ce spectacle. Et finalement, le seul masque que l'on trouve, au début, c'est le masque de Ganesha, qui se trouve à l'origine de cette épopée, et lui qui, au fond, va raconter l'épopée. Donc, Brooke, au début, va placer le Mahabharata carrément dans l'espace culturel indien. On comprend que c'est de l'Inde, il y a le masque traditionnel de Ganesha, etc. Tout le spectacle sera conçu comme un récit d'initiation. C'est-à-dire que, exactement comme dans la tradition orientale, le récit des événements est un récit de formation pour le jeune homme qui, à la fin, sera muni d'une expérience, de l'expérience des événements que nous on a suivis en même temps que lui. La question du lieu est intéressante, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par rapport au costume. Le lieu est un lieu, l'espace, comme vous l'avez vu, le lieu est entièrement naturel, ça renvoie à un espace des origines, tandis que les costumes, chose très importante, ils ont cherché longtemps avec Chloé Obolensky, ils ont cherché des tissus indiens, des tissus indiens, ce qui fait que, au fond, le spectacle, c'est très bien cette photo parce qu'il y a les coupes des costumes
les matières sont explicitement indiennes, ce qui rattache la représentation à la culture indienne. D'ailleurs, il faut bien dire, Bruck est un grand maître, mais en même temps, il est un grand stratège. Le spectacle a eu un très grand succès en Europe, mais il a été entièrement massacré pour des raisons un tout petit peu ridicules, political correct, aux États-Unis. Donc là, juste parce que... Ah oui, c'est comme ça. Donc, et justement parce que la dimension indienne est très présente dans le spectacle, et certains critiques américains ont considéré que c'est un spectacle néocolonialiste, fait par un Anglais qui a la nostalgie de l'Inde, etc. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais cette présence de l'Inde permettait un peu cette mise à distance du spectacle du point de vue entre guillemets politique. Ce qui est le deuxième élément qu'on voit très bien dans les photos, c'est le fait que Bruck travaille sur ce que Gaston Bachelard appelait l'imagination matérielle. Donc les costumes ne sont pas des costumes à proprement parler des costumes indiens, mais des costumes qui, par leur matérialité, renvoient à l'Inde, renvoient au corps indien, renvoient aux postures indiennes, etc. Mais ce qui me semble un peu encore plus subtil, c'est le fait que le spectacle sera placé entre deux pôles. Vous l'avez vu, c'était beaucoup mieux à la carrière qu'au Bouffes du Nord. Tout à fait derrière, il y a une rivière. Il y a une rivière qui, évidemment, renvoie au fleuve, au Gange. L'Inde, sans le fleuve, c'est rien. Là, l'Inde, c'est un pays de l'eau, un pays du fleuve. Le sacré est lié au fleuve. Et Bruck a préservé ce souvenir matriciel du fleuve. Mais en même temps, à l'avant-scène, il place une sorte de flaque d'eau assez importante qui va devenir un espace de jeu qui renvoie plutôt aux origines, qui ne renvoie plus à l'Inde, mais qui est l'eau contre laquelle les personnages combattent, l'eau qui est tantôt bénéfique, tantôt maléfique. Le char de combat d'un des personnages s'enfonce dans la boue de l'eau. Ensuite, sur l'eau flottent les pétales d'une des déesses du spectacle. Donc, la flaque et le fleuve, ce sont les deux termes antinomiques du spectacle qui placent le Mahabharata sous le signe de l'eau. Je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est très important, c'est qu'avec le Mahabharata, Bruck, vous allez le voir, là ici la photo que vous voyez, donc, il travaille beaucoup sur les éléments, la présence du feu, de l'eau, de la pierre, qui est très importante à la carrière Bourbon. D'une certaine manière, c'est à la carrière Bourbon que le Mahabharata s'est accompli. Ensuite, on l'a vu dans des dépôts désaffectés, dans des usines, même au Bouffes, mais elle n'a jamais eu, la représentation n'a jamais eu cette ouverture cosmique que Bruck avait cherché et qu'il avait réussi à la carrière, où on commençait le soir et on se terminait à l'aube. Ce qui est peut-être intéressant de rappeler, je pense j'ai vu un peu au début, c'est que le lieu n'était pas à même le sol de la région, mais c'est un lieu vers lequel on se dirige, comme à Athènes, on se dirige vers le Parthénon. C'est-à-dire qu'il avait intégré dans le lieu théâtral cette dimension ascensionnelle. On allait vers un lieu qui rehaussait les dimensions de la représentation. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est... voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, avec le Mahabharata, Bruck a élargi au maximum
la distribution est, comme on dit aujourd'hui, à la variété ethnique. C'est le spectacle où il y avait le maximum de races et de culture théâtrale, des Indonésiens aux Africains, aux Japonais, etc. Et, chose qui est, je crois, qu'on peut rappeler, parce que Rosaria Ruffini, qui est la plus grande experte européenne de rapport entre Brooke et l'Afrique, c'est avec le Mahabharata que Brooke découvre son acteur fétiche, l'Africain, Sotigui Kouyaté. Donc, il faut bien dire qu'il y a des spectacles dans l'histoire d'un metteur en scène qui sont associés à un acteur. Et dans ce spectacle de Brooke, il y a on assiste à l'accomplissement de Yoshio Ida, qui joue le général Drona, et de l'autre côté, à l'apparition de cet acteur philosophe qui était Sotigui Kouyaté. Pour ne pas prolonger trop cette intervention, je dis qu'on pourra voir peut-être avec les photos, et qu'il me semble que c'est un spectacle sur la vitalité, mais en même temps c'est un spectacle sur la mort. Toute la représentation de Mahabharata, qui fait partie des premiers grands spectacles, des premiers spectacles grand format, qui duraient 8h30, 9h. Moi, je me souviens que j'étais au Bouffe du Nord, j'étais au balcon, et à la pause, vous savez, tout metteur en scène, il y a une cour autour d'un metteur en scène, comme autour d'un homme politique, maître, c'était magnifique, tout ça. Et moi, je n'aimais pas trop. Et Brooke dit à ce moment, même maintenant, je me souviens de l'endroit précis. Je me dis rien. Je dis, mais non, c'est long, c'est ennuyeux. Même Georges s'est endormi. Et moi, je ne savais pas s'il m'avait arrêté, je m'étais endormi. Mais après ça, j'ai compris qu'il regarde beaucoup le public. C'est que moi, j'étais au balcon, il m'avait vu que je repiais un peu. Et je pense que ensuite, il a modifié à la carrière, où il a donné cette dimension épique particulièrement impressionnante du spectacle. C'est un spectacle, finalement, maintenant les temps sont passés, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. On ne comprend pas très bien. Une histoire indienne, bon, on s'en fout un peu, parce que les Grecs, c'est pareil. Je pensais aujourd'hui, les Troyens et les Grecs, c'est la même histoire. Deux familles qui se détruisent. Et Brooke a voulu faire, mais à mon avis, je pense qu'il a réussi ponctuellement. Il a voulu faire un grand spectacle sur les menaces de la guerre, sur la confrontation qu'on assiste aujourd'hui entre ce fou de Trump et ce tyran de Poutine. Il a voulu faire ça sur l'opposition de deux grandes forces. Moi, je pense qu'il n'a pas toujours réussi, et que c'est resté comme une sorte de grand récit sur les menaces qui pèsent sur le monde, mais en même temps, peut-être que le sens global ne se détachait pas avec l'évidence de la conférence des oiseaux, mais par contre, dans le Mahabharata, il y a des scènes qui ont été photographiées par Pablo et que vous pouvez voir dans le numéro 2, qui a eu 2 numéros. Nous avons la primauté. Nous avons fait le premier numéro, Alternative Théâtrale, et ensuite, le Théâtre en Europe avait plus d'argent que nous, et ils ont fait nous ont doublé. Mais finalement, à la fin, parce que je lui disais que nous, on est allé avec un photographe, tout ça, et lui, il venait avec une machine, avec un petit chariot qui tirait, nous, on était les prolétaires, et le Théâtre en Europe, c'était la Rolls de l'édition, mais heureusement qu'il y a je trouve que les entretiens que j'ai fait moi pour l'Alternative sont plus intéressants que les entretiens parce que je connaissais les acteurs. C'est une autre chose de les connaître et de ne pas les connaître. Par contre, les photos de Pablo sont nettement supérieures aux photos d'Alternative Théâtrale. Et ce que je veux dire, c'est que dans les photos, on peut reconnaître des scènes, justement, des scènes de défaite, de mort.
la mort du général Drona, j'ai oublié comment s'appelle le personnage que jouait Sotigui. Ce sont des scènes absolument, des images. Pardon? Je crois que c'est Bishma. Bishma, je crois, Bishma. Oui. Parce Oui, c'est Bishma. La mort de Bishma, ce sont des images anthologiques, et je crois que de ce point de vue, le spectacle reste pour certains d'entre nous une sorte de référence parfaite de l'intégration d'un projet théâtral dans un lieu. Mais je me disais, et je termine là-dessus, en préparant ce texte, maintenant, je me disais au fond, ça sert à quoi les photos? Ça sert à quoi les photos? Ça sert à quoi les vidéos? Et c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Je pense qu'il faut distinguer entre mémoire et archives. Les photos seules, les vidéos aussi un peu, font partie des archives, de ce que les Grecs appelaient la mémoire froide. Donc vous pouvez les analyser, vous les regardez, vous ne savez pas très bien où étaient placés, comment se jouait, mais ça permet une analyse. Par contre, la mémoire du théâtre est conservée, je crois, dans la mesure du possible, par la conjugaison entre la preuve matérielle, la photo, la vidéo, et le témoignage d'un participant. C'est évident que ces deux angles, l'angle subjectif et l'angle apparemment objectif de la caméra, constituent la mémoire chaude du théâtre. C'est très difficile de parvenir à cette association, mais les photos, c'est les ruines du théâtre, mais ces ruines du théâtre peuvent devenir véritablement vivantes si elles sont accompagnées par des récits d'acteurs, des récits de témoins, etc. Parce que, d'une certaine manière, le mot et l'image s'associent. Et maintenant, un peu comme un contre-argument, j'ai trouvé une très belle phrase qui m'accompagne et qui est, vous pouvez la citer. Il y a un grand poète, Paul Celan, qui dit « Oui, nous avons besoin d'un témoin, mais qui témoigne pour le témoin ?» Donc, une phrase extraordinaire. Ce que je vous ai dit, c'est mon témoignage, mais qui témoigne que mon témoignage est juste? Donc, on entre dans une cascade de contradictions liées forcément à la disparition de l'événement qui empêche les personnes présentes, vous, les spectateurs, avoir leur propre relation directe. Mais cela ne doit pas nous décourager. Je crois que ce que fait Catherine, c'est toujours bien d'avoir une possibilité d'accéder à ces traces qui sont les traces d'un événement vivant disparu, mais c'est un peu la logique du théâtre. Et pour ne pas entrer dans la mythologie de l'éphémère, le théâtre est éphémère, disent les metteurs en scène, avec un soupçon de nostalgie. Mais je disais, oui, le théâtre est éphémère, mais l'éphémère est vraiment dommageable parce qu'on perd les chefs-d'œuvre, mais l'éphémère efface les erreurs. Donc, la légende est faite des grands spectacles qui ont disparu, tandis que les autres ratés se sont effacés, et c'est la double face de l'éphémère au théâtre. Et pour finir, moi je raconte tout le temps une phrase qui m'a beaucoup plu et qui était très marrant, on riait tous dans le spectacle, parce que Brune n'est pas très fort dans le comique, c'est les acteurs, mais Draupadi, qui n'est pas une très bonne comédienne, c'est qui jouait, c'est une actrice de chevette, Joséphine de Rennes.
enfin, c'est des familles, du soleil, comme ça. Les hommes étaient plus forts que les femmes. Il n'y en avait pas beaucoup de femmes. Mireille Malouf était très bien. Draupadi, moi j'aime bien cette scène. Draupadi est de dos. Non, elle est au bord de la flaque d'eau. Et un de ses fils dit Maman, j'ai gagné. Maman, j'ai gagné. Et elle, comme une instance morale, dit tu partageras avec tes frères. Et le fils dit oui, mais c'est une femme. Et cela explique pourquoi cette femme qui a été gagnée avait 5 maris. Et j'aime beaucoup cette conversion de la noblesse, de la vision éthique de la mère dans la dérision d'une cohabitation familiale avec une femme et 5 frères qui constitueront d'ailleurs ensemble une famille tout à fait exemplaire et qui gagnera la lutte contre le mal. Le spectacle s'achevait bien entendu sur une vision pas trop rhétorique, mais sur la vision de la pacification. Et justement, pour finir, c'était très beau parce que cette pacification du spectacle coïncidait avec le lever du soleil dans laquelle il y avait une sorte de jonction. Il pleuvait moins à l'époque peut-être, mais moi je l'ai vu 2 fois, à chaque fois, des nuits, il y avait une jonction entre la lumière qui apparaissait au terme de la nuit et la paix qui s'imposait au terme de la guerre. Voilà, c'est un peu quelque... Je vous laisse... Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre apport, vraiment. Alors je pense que du coup, comme je vous l'avais dit, nous on va essayer de joindre les mots à l'image en parlant des photographies que Pablo a prises de ce spectacle. D'abord, je voulais faire une petite introduction rapide qui est qui je suis, parce que je suis arrivé là complètement par hasard. Et je voulais éclairer Georges sur cette roulette que vous connaissez, ou cette sacoche que vous connaissez. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Moi, je suis sculpteur, j'ai toujours été sculpteur depuis petit, jusqu'à maintenant, etc. Et donc, ma ligne conductrice, c'est la sculpture. Et ça, toujours. Mais en parallèle de ma culture, j'ai toujours eu besoin d'ouvrir mes registres. D'apprendre autre chose, de me voir dans d'autres éléments. Un élément qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, c'était la photographie, que j'ai arrêté de pratiquer quelques années après le spectacle de Pierre Frédéric. Et la photographie en noir et blanc, bien évidemment, et par un concours de circonstances, je suis tombé dans le monde du théâtre comme photographe. En fait, la photographie était un énorme prétexte pour entrer, voir, avoir accès, ne pas payer des places, et être dans un mouvement de recevoir cette culture qui vous donne la danse et le théâtre. J'étais photographe d'abord de danse, et ensuite petit à petit, j'ai glissé dans le théâtre. Ça, c'est la situation que j'avais, et j'avais 24 ans, 25 ans. C'était plus ou par là. Et donc, le spectacle de Mahabharata arrive à Lyon, ça va se jouer dans une carrière, et par un concours de circonstances, il y avait des gens qui me connaissaient, photographes et sculpteurs. Et ils se sont dit, tiens, ça c'est un truc Pablo, il est sculpteur, en plus j'avais une licence pour extraire les marques de carrière. Non seulement je suis sculpteur, mais je sais sortir un bloc d'une carrière. Donc ils m'ont dit, Pablo, est-ce que ça vous intéresserait de faire un reportage? J'ai dit, c'est magnifique. Et alors ça tombait à un moment donné où on n'était pas là, on avait déjà un billet pour rentrer dans un film, on a dû le changer, ça nous a pénalisé, etc. Et, mais cette possibilité était très forte. En plus, Peter Hook ne laissait pas trop photographier ce spectacle. Parce que pour lui, l'éphémère du spectacle,
c'est très important. Moi, les phénomènes de la structure, enfin, on a juste un calage différent sur le timing. Parce que moi, c'est un peu la pierre à la vitesse que ça vieillit, et un spectacle, mais au niveau de l'échelle planétaire ou universelle, on est deux petits epsilon. Donc, alors, moi, c'était la carrière. Donc, j'étais le seul photographe autorisé à photographier un spectacle qui ne voulait pas qu'il soit photographié. Donc ça m'a été dans une position très peu confortable. Il avait accepté parce que c'était le festival d'Avignon, c'était la carrière, et quelque part, on lui a imposé, il a accepté. En aucun moment, j'ai eu un accès à lui. Je n'ai jamais pu dialoguer avec lui comme j'ai pu le faire avec des comédiens, des danseurs, des metteurs en scène, d'autres gens. Pas de contact. Et j'ai posé une condition à la revue Théâtre en Europe qui était qu'on me donne des sous pour acheter une petite valise pour mettre mon matériel photographique parce que les carrières c'est du calcaire et ça abîme énormément le matériel photographique. En plus, j'avais compris qu'il fallait monter 1 kilomètre à pied et je voulais un chariot et j'en avais le chariot parce qu'avec mes pierres, j'ai toujours le chariot. Mais la condition que j'ai mise, c'était que je puisse louer un avion pour aller photographier le coup du ciel et descendre petit à petit vers la carrière et ensuite descendre sur la scène et peut-être ensuite aller chez les comédiens. Ça, c'était le projet que je voulais. Ils avaient trouvé l'idée farfelue, peut-être pas très utile. D'ailleurs, ils ont pratiquement pas mis du tout des photos aériennes du spectacle, mais je m'étais dit que c'était la naissance d'un nouveau lieu de théâtre, et que ce nouveau lieu de théâtre se passait dans une carrière, et que cette carrière, il fallait commencer par le ciel, et qu'en plus, c'était un spectacle qui parlait du ciel, des dieux qui descendent, qui se matérialisent comme des humains, etc. Donc pour moi, c'était évident. Alors j'arrive à Lyon, l'avion était loué, donc c'était loué du petit tour autour de la ville, et là, on compte par les pilotes qu'on n'avait pas le droit de survoler les carrières. Il y avait un chemin touristique. Et oui, non, c'est pas possible. Si on est ici sur l'avion avec le télémétrique du machin, on était acheté un touristique, c'est pour pouvoir. Bon, on a réussi à les tourner un tout petit peu comme ça, et j'ai eu quelques minutes, pas beaucoup, à l'aller, pas au retour, pour commencer à photographier le coup de ciel. Alors, il y avait une autre chose que je dois charger, comme quand on charge le menu d'un ordi, je vous donne encore un autre petit programme à charger, c'est que j'étais fasciné par Peter Brook, que j'avais découvert Peter Brook au bout du Nord, et mon épouse étudiait avec M. Dany théâtre ici même, que j'étais fasciné par le lieu théâtral et la philosophie du lieu théâtral par M. Dany, et par l'espace vide de Peter Brook. Et que tout ça, ça résonnait en moi d'une manière plutôt inconsciente, parce que c'est là chez moi, mais que je me disais que cette expérience, je ne pouvais pas la louper. Donc, on prend l'avion, mais les montres. Oui, je mets. Voilà. Donc, ça, c'est Avignon. D'accord, on va approcher. Là, on va dévier l'avion, on avance. Et là, on aperçoit cette espèce de carré dans la terre, qui est une petite carré d'une carrière, en relève, etc., qui a toute la poussière qui s'étale. Et un chemin de montée. On approche avec l'avion. On ne voit pas trop bien encore où est le lieu théâtral. J'ai cherché le lieu théâtral. Ensuite, voilà, là il apparaît. Il est là. Et en fait, ça, le public arrivait ici avec des cars, avec des taxis, on s'arrêtait là. Et il fallait faire toutes ces montées qui étaient une montée. Donc, handicapés, femmes, jeunes, montés. On arrivait ici. Là, il y avait une buvette. Là, il y avait les loges des comédiens. Et ensuite, on arrivait dans cet endroit-là. Donc, déjà, cette ascension était forte. Et moi, je l'avais vérifiée déjà par le ciel. Donc, ensuite, je me suis dit, bon, je vais essayer de zoomer. Et je me suis pris un repère, comme ça, des repères dans la montagne, où je me suis dit, si j'ai le temps, j'essaierai d'y aller et photographier depuis ces endroits-là pour toujours essayer physiquement de montrer cette prise de lieu qui a été faite par Peter Brook et par le théâtre. Continue.
Voilà, ça c'est la buvette. Les toilettes. Ça, c'était une catastrophe. Oui. Une catastrophe. Et les toilettes, mais c'est toujours chez moi. J'ai un mauvais rapport avec. Ben, il s'en fout, quoi. C'est pas son truc. Mais il est anglais. Moi, La bouffe, c'est pas ça. Il a la bouffe du Nord, mais pas. pas vraiment. Continue. Alors voilà, c'est ça que j'aime beaucoup ça. Alors ça, c'est le sculpteur qui parle. Hein. Vous voyez bien. Je ne suis pas un homme de théâtre. Je suis un homme de... Donc vous voyez là, il y a une faille. Cette faille a été enlevée par les hommes. Ils ont creusé tout ça. Avec ça, c'est allé construire ailleurs. Et c'est là-dedans où ça va se passer. C'est ce repère-là que j'avais fixé. Et là, je suis depuis la falaise derrière, vous voyez. Et là, ils sont en train de faire la répétition. J'ai eu droit à un tout petit peu de répétition. J'ai eu droit à faire les 3 nuits courtes, enfin 3 heures de spectacle, qui m'ont permis d'aller photographier le détail de la pièce, essayer de rendre à la revue ce qu'ils m'avaient commandé, qui en général est sentir l'expression du comédien, voir les gestes, puis avoir juste le moment où il lance quelque chose, où il tue, voilà. Cette action-là qui est pareille en danse, où il faut prendre les grands pas, etc. Donc j'ai appris la pièce. Et là, on a surtout les dispositifs. Et l'autre chose qui était pour moi absolument fascinante, c'était, parce que nous on a fait 1, 2, 3, et ensuite on a fait la nuit entière. On a fait vraiment dans ce sens-là. Et la nuit entière, le spectacle n'était plus la même chose, parce que un spectacle, la nuit, dans une montagne, même si c'est à Avignon, il fait beau, etc., la nuit fait frais, donc le corps souffre, les comédiens souffrent aussi, ils ont besoin de se reposer, les gens se lèvent, partent, un peu comme dans les théâtres non, où les gens rentrent, sortent, reviennent, et la pièce continue parce que c'est un long récit. Et alors, pendant ces temps-là du long récit, moi, ce que je voulais, c'était repartir un peu en arrière, zoom arrière, et aller pouvoir montrer l'environnement dans lequel cette histoire était en train de s'élever. Et je devais me rendre dans le spectacle, c'est-à-dire que je devais donner des photos de l'action. Lui, c'est le conteur. Lui, c'est un des frères qui lutte, qui enrage, etc. Donc, on voit toute cette situation de la pièce même. Et voilà le fleuve, le parcours d'eau. Il y avait un parcours d'eau, une flaque d'eau ici. Les éléments sont très présents dans cette pièce. C'est aussi quelque chose qui lui a donné un grand plus. Le théâtre, au fond, quand ça marche, c'est un instant de magie absolue. Et quand ça ne marche pas, c'est en avant. C'est comme ça. Donc on fait tout pour arriver à ce moment-là. Et quand on arrive, il n'y a rien de mieux au monde. L'opéra, c'est pareil. Mais quelqu'un qui va chercher, qui va apprendre la vie de la pièce qui est en train de naître, ou qui s'approche d'un maître comme Peter Brook, pour quelqu'un comme moi, ce qui l'intéresse, c'est voir un autre créateur en train d'agir, comme il interagit avec les personnages, comme il interagit avec les gens, comme il interagit avec l'espace, l'opportunité était fantastique. Voilà la pièce dans son sens direct. C'est vrai, quand on regarde les photos, que les Américains avaient encore raison, c'était indien. Complètement. Oui, complètement. Brook ne disait pas ça. Là c'est le frère le plus costaud qui s'effage et qui veut tuer les autres, il s'est fait arrêter. Oui, Ces comédiens étaient, d'ailleurs, qui était un colosse, il rentrait et ça posait les choses, quoi. C'est la scène où Bhima, en fait, c'est la première scène où on voit l'opposition entre les Kauravas et les Pandavas. Il y a Bhima qui est un des 5 frères Pandavas qui est en train d'étrangler 2 frères Kauravas qui ont vu l'empoisonner avant. Donc, voilà. Là, elle est en train de jeter un enfant qu'elle porte depuis 2 ans et qu'elle n'arrive jamais à naître. Et se rend compte que ça ne va pas, quoi, qu'il y a un problème. Donc, toutes ces actions sont là. C'est-à-dire que j'ai donné à voir, c'est que la pièce est en train de nous donner. Mais je voulais plus, parce que pour moi, c'est compliqué de témoigner en photographie
c'est quelque chose qui est en train de se faire, d'accord? Mais en même temps, il y a un avantage avec la photographie par rapport à une vidéo, c'est que c'est encore une interprétation. Donc, moi, je sentais cette responsabilité. J'avais plusieurs responsabilités. D'abord, j'avais fait louer l'avion qui était quand même ridicule parce que c'était pas dans le budget. Donc, c'était comme un luxe d'enfant. Mais moi, je trouvais que c'était très important de pouvoir témoigner plus tard de ça. Deuxièmement, j'étais le seul photographe autorisé et en plus, juste, parce que je ne pouvais pas non plus trop insister, donc je devais tout le temps m'éclipser. Mais il fallait que quelqu'un garde un témoignage. Et je l'ai bien fait parce que Maël a sonné à ma porte 35 ans plus tard en disant vous avez fait quelque chose, ça nous intéresse, je voudrais voir, etc. On va ressortir l'archive, on a scanné grâce à elle et moi-même je suis replongé et je suis en train de revivre ces Mahabharata que j'essaye de vous le transmettre aussi. On l'a déjà vu. Ça, c'est la fameuse scène de suicide du général Drona, Voilà. Qui était une trouvaille extraordinaire de Yoshio Ida, qui vient du théâtre japonais. Au lieu de nous montrer la mort, il avait une jarre remplie de sang, et au moment où il se suicide, il versait sur lui-même le sang de ce genre. Et c'était la traduction théâtrale du suicide, une des solutions les plus extraordinaires. Extraordinaire, parce qu'on avait tous les drames et en même temps c'était extrêmement beau. Enfin, toute la pièce, elle était souvent sublimée par une certaine beauté qui se dégageait du lieu. Ça, c'était aussi, ça ce que la photo ne montre pas, c'était précédé par une concentration extraordinaire de Yoshio Ida. Oui. La même scène jouée par un comédien dans les pas le spectacle, mais parce que avant d'arriver à cette scène ultime où il versait le sang sur lui-même, il y avait 3 minutes presque, où Yoshio Ida tenait avant un monologue, c'était un samouraï avant de commettre son suicide. Aussi tout et et là aussi, c'est vrai que c'est joli à mon blanc, mais le rouge, Ça peut se discuter, mais l'autre chose qui me fait penser, c'est que cet spectacle laissait le temps aux choses. Et il fallait capter le suicide n'arrive pas tout de suite dans la pièce. à la fin. À la fin. C'est-à-dire que quand vous êtes à la carrière, que vous avez fait la petite marche, que vous étiez à Avignon, que vous avez pris le soleil, que vous n'avez pas fait la nuit, que vous étiez en nuit blanche, et que la tension, etc., il faut rechoper la tension de tout le monde. À 5 h du matin, à 6 h du matin. Et c'est là où tout d'un coup, ça se met en place. Il y a un comédien ou une situation scénique qui fait que tout recommence à prendre. Et l'attention se reconcentre sur cet instant. Et ça, c'est magique. Oui, l'apparition du feu, c'est des éléments que vous parliez tout à l'heure, et que pour moi, sculpteur, c'est encore un truc évident, quoi. La pierre, l'eau, le feu, la fusion, enfin, tout ça. Et là, à chaque fois que vous rentrez un élément scénique nouveau dans la pièce, pour moi, c'était à chaque fois une évidence. Il y avait rien, je disais, oh, il a forcé, quoi. Pas du tout ça. Mais justement, quand on en avait discuté, tu disais que ce qui avait été compliqué pour prendre en photo ce spectacle, c'était justement d'essayer de trouver un cadre dans un endroit qui n'en avait pas. C'est-à-dire qu'en général, quand on est au théâtre, on a le cadre de scène. Et ici, il n'y avait pas de cadre de scène qui permettait de jouer ensuite dans, disons, la matière théâtrale. Et d'une certaine manière, est-ce que les éléments qui étaient présents, le filet d'eau, le cercle de feu, comme on a pu le voir, ou même des moments comme ça. Mais ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est tout un tas de fumigènes. Un tas de fumigènes qu'ils avaient mis contre les roches. C'était pendant l'exil, quand ils partaient dans la forêt. Alors ils partaient comme ça, ils montaient, ils se cachaient. Vous voyez, c'est à la moitié à peu près. C'est avant la guerre, disons.
En fait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une Alors, vraie présence des Une éléments. résonance, alors là je fais une pub, les sculpteurs qui parlent. Pour moi, je venais de sculpter cette pièce 2-3 ans auparavant. Ça c'est un bloc de marbre de Carrare. J'avais pris une carrière en Italie, à Avignon. Et où j'avais sculpté, c'est que j'appelais moi des paysages vides ou des espaces vides, en allusion à votre enseignement et la force que j'avais ressentie dans le Gouffre du Nord, où en fait cette théâtre s'est vidé de tout pour nous donner un contenu dans le vide. Donc moi j'ai sculpté ça. Donc pour moi, aller photographier ça depuis le péristyle, si j'ose dire, de Volcan, c'était une évidence. Moi je voulais cette photo. Mais en même temps, cette photo montre beaucoup de choses. Montre, alors, là je pense que ça va ou ça vient la journée, hein, parce que la scène est un peu cramée. Et on peut dire que le moyen de reproduction qu'on a ici, c'est pas le plus flatteur qu'on ait en monde. Mais vous voyez quand même que tout ça, c'était le décor sur le vidéo. Que quand on levait la tête, il y a eu un moment magique où il y avait la lune. Je n'ai pas réussi cette photo parce que si j'ai voulu avoir la lune, j'ai cramé les caméras. Enfin, les caméras, c'est pas ce qu'on a maintenant. Donc il fallait faire un choix. Donc si j'avais la lune, j'avais plus rien. C'était noir. Et si j'avais tout, j'avais plus la lune. Mais à un moment donné, la lune quand même, elle apparaît. Elle est claire aussi. Et tout ça, bien évidemment, une sensualité. Vous avez une photo tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant chez Gluck, c'est qu'il n'a pas joué seulement dans l'espace clos, il a joué aussi sur exactement. Il a utilisé tout ça. Comme dans le théâtre élisabéthain. Absolument. C'était un peu un théâtre élisabéthain quand même. Il y avait, parce qu'on aurait pu dire que c'était un théâtre grec, okay, mais tout ça nous donnait le côté élisabéthain. Oui, Chantilly, Kouyaté, tout ça, ils étaient là. Oui. Le fait, c'est que ça Regardez, ressemble beaucoup. maintenant que je vais vous expliquer, vous voyez, ça c'est comment on extrait la pierre, donc c'est toujours par lit qu'on fait. Donc, là il y avait un lit, et de là il y a 7-8 mètres, donc quand il échappait par les échelles, il montait comme très haut. Et il y avait des comédiens qui étaient là pendant la pièce, qui attendaient, et tout d'un coup ça s'éclairait quelque chose, puis ils allumaient une bougie, cette bougie montrer qu'ils étaient là, peut-être ils regardaient, peut-être ils allaient intervenir, après ils s'en éloignaient. Tout l'exil se joue beaucoup là-dessus. Le lieu est magique pour cette pièce. Et voilà, ça c'est la loge du comédien. Ce qui est très prégnant, c'est qu'on voit beaucoup de rapports avec ton œuvre de la même époque, c'est-à-dire qu'on a vu l'œuvre Paysage vide et puis celle-là qui s'appelle Espace vide, donc en plus, ça c'était mon travail pour moi et avance parce que oui. Voilà, ça c'est ce que j'appelle les paysages d'eau. C'est 82, sont des marbres que j'ai sculptés où il y avait les paysages d'eau. Donc quand j'arrive dans le dispositif, il met sa bande d'eau, je dis bah oui, je fais pareil. Alors ça c'est parce que moi j'ai un rapport tout particulier aux chaises. Pas le seul. Et à la respiration. Donc ça c'est un appart. Parce que oui, c'est l'installation des respirantes en fait. Ouais. C'est des. Enfin, là il faudrait une vidéo en fait pour le montrer. Mais c'est des. Comme j'ai travaillé les éléments, à un moment donné j'ai voulu travailler l'air. Donc c'est la respiration. J'ai fait un dispositif très coussin avec des devant comme ça. Donc les coussins dégonflent et donc on est tout le temps dans un système de respiration, j'appelle ça les respirants. Alors Maëlle a voulu, et moi aussi, mettre un tout petit peu de Reynoso là-dedans, pour que vous compreniez que je ne suis pas un homme de théâtre, que je suis fasciné par, que j'étais missionné dans quelque chose qui me paraissait important de garder la trace et de bien témoigner, mais en même temps, je l'ai fait avec mes moyens, c'est-à-dire que j'insiste, je photographiais moins l'action de comédien et j'essayais toujours de délimiter un nouveau cadre de scène. Souvent, il y avait le public qui apparaissait dans les photos pour qu'on puisse sentir qu'il n'y avait pas que le comédien, sinon que le public était un comédien à part entière aussi, puisqu'il était tout le temps dans le champ de l'action. Des fois, il venait s'asseoir à
côté, il passait à travers, ou quelqu'un qui était dans le public voulait faire pipi, il passait par la scène et sortait parce qu'il ne pouvait pas remonter de l'autre côté. Et je trouve aussi que dans ces respirantes, il y avait quelque chose d'extrêmement théâtral. C'est pour ça que je trouvais que c'était très important de les mettre parce que quand on est face à cette œuvre, en fait, il y a vraiment cette idée qu'on trouve aussi dans les photos d'une forme de... la respiration est retenue et ensuite relâchée. Et c'est exactement ce qu'on peut retrouver parfois quand on est au théâtre et qu'il y a une forme de communion qui se crée dans le public où les gens retiennent ensemble leur respiration et la relâchent en même temps. Et ça, créé par les moyens de la sculpture, je trouvais que, exactement comme ensuite par la suite, le travail. Les premières photos, ça coïncide quelques années avant le Mahabharata. Ça, c'est les années 2000 et tout. C'est une mise en situation à partir de chaises. Qui est assez folle. Les vents, j'appelle ça des vents claritis, sont des vents qui se délient, qui partent dans tous les sens. Mais ça, c'est juste pour montrer d'où je viens, où je suis. Et celle-là, c'est un travail un peu plus ancien. Tu l'as choisi et tu as mis en pendant. Oui, en pendant de celle-là. Voilà. Alors là, c'est une scène où le maître est en train de leur dire bon, vous visez, là, il y a un corbeau, qu'est-ce que vous voyez? Donc ils disent, on voit le corbeau, on voit la branche, on voit le ciel, et l'autre dit, on voit les nuages, on voit ceci, on voit cela. Chacun voit toute une cosmogonie autour du corbeau. Alors il les renvoie. Il y a un autre qui arrive, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il tire, et il dit, l'œil gauche du corbeau. Et il tombe, et il y avait l'œil gauche du corbeau dans la flèche. Donc voilà, donc ça c'est des moments... Ça a été la photo emblématique du spectacle. C'est la photo que les services du groupe ont diffusé. Sur la promotion du spectacle a été faite sur cette photo. Bon, je pense que philosophiquement, ça coïncide avec ce qu'il avait en tête. Mais après, et celle-là aussi beaucoup. Mais après, c'est une photo qui est bonne parce que, voilà, justement, c'est l'endroit pour les logos. Donc là, il y avait le Théâtre Europe, on pouvait mettre un... Non, mais c'est comme ça que je dis une photo. C'est pas juste ce qui se passe, c'est ce qu'il voulait faire. Là, vous pouvez mettre de cris. Vous voyez, ça marche comme ça. Et donc moi, je sais qu'il faut toujours laisser des marges parce que peut-être on va recentrer, on va couper. À l'époque, l'école, en tout cas qui était la mienne, c'est un méga, 35 photos, cadrage, on ne touche pas au cadrage. Aujourd'hui, c'est impossible. On a tous les moyens pour cadrer. C'est une autre philosophie, c'est une autre histoire. Et 35 photos, il ne fallait pas qu'on soit en train de changer la bobine au moment où la meilleure action arrivait. Donc il fallait des fois sacrifier quelques photos. On se dit, moi j'avais pas deux appareils d'entrepôt. Je changeais, je mettais mon rouleau. Peut-être, putain, je l'ai loupé, c'est pas possible. Parce qu'en plus, on change le film, après on fait 2-3 fois, le film commence à traîner. Et des fois on loupe, il faut recommencer. Ou la première ou la deuxième photo sont pas bonnes parce que le film est un peu voilé. Donc il fallait avoir un peu tout ça en tête. Aujourd'hui, je prends mon téléphone, je loue 2 Tera chez Cloud, je balance un tas de cochonneries parce que c'est fond tout ce que je mets, et là-bas, il fallait quand même faire un choix. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, tu prends le... Mais oui, on retrouve là l'idée qu'il y a quelque chose de théâtral qui se crée avec 3 fois rien. Ça, c'est le truc de groupe. Il y a 3 choses, il y a une ville. Ce qui est présent, oui, vraiment, c'est beaucoup aussi le vide et ce concept de la carrière. Vous voyez là le jour, quand même. Je vois la fatigue des comédiens, moi je veux dire que c'est plutôt le jour, pas la veille au coucher du soleil. Mais ça c'est quand même incroyable, alors du coup je peux voir le reflet parce que j'ai une très bonne définition.
On voit, vous pouvez voir là, c'est la flaque dont on parlait tout à l'heure. Là, c'était la flaque. Ça, c'est la petite flaque. Après, il y a le Et le cadrage dont tu parlais avec le spectateur sur le côté. Essayez de toujours donner un point de repère autre que le comédien. Bien. Là, voilà. Vous voyez, ils sont là. Ils sont en exil. Ils sont partis là-haut. Ils se jouent autre chose. Et eux, ils sont cachés. Et dans la pièce se joue ailleurs, mais petit à petit, on ressent que voilà, les exilés sont là. Et ça m'a touché aussi parce que bon, moi je venais d'un exil. C'est pas... Donc la pièce il donnait ça, que bon, vous êtes éjecté, mais vous restez quand même là, présent. Quelque chose aussi que tu as beaucoup mis en valeur dans les photos, c'est l'idée des sortes de lignes qui sont tracées en même temps. Oui, parce qu'il y a quelque chose de graphique énorme. Je t'avoue, je ne sais pas comment c'est évolué, mais vous voyez, 3 échelles, avec ça, on déplaçait les décors. Les décors, il n'y en avait pas, ils se faisaient avec pas grand-chose. Mais 3 escabeaux, ils se déplaçaient et tout le monde tournait. Ça tourne. On retrouve l'idée des éléments qui est très présente. C'est justement l'autre usage de la flaque, c'est la flaque qu'on a vu tout à l'heure, milieu piment sali, comme ça, tandis qu'ici c'est l'opération magique. Magnifique. Alors, une part, monter à faire entendre aussi ensemble. Oui, ouais, ça c'est le côté unique de la pièce du groupe. Et que déjà en répétition, donc là j'étais arrivé un peu avant, il y avait des ajustements. Normalement, j'allais dans un théâtre, etc., il y avait les comédiens, vous me voyez, à un moment donné, à un autre, il y avait un dialogue. Là, c'était niais. On vous a laissé, parce que vous venez depuis les nuits, donc on va l'accepter, ce sont les conditions d'Avignon, mais vous n'existez pas. Et vous allez voir, je ne sais pas si on a mis une photo où il le regarde, du style, bon. Alors il y en a pas mal où il se met de dos. À l'époque, c'est comment Je crois que d'abord on voit celle qui montre plutôt le rapport avec les spectateurs et avec aussi le fait qu'on est à Avignon, il fait chaud. Regardez un peu le public. J'aime beaucoup ces photos parce qu'elles pourraient être contemporaines quand même. Avec un hipster, des voisins, je ne sais pas, ça c'est des gens étrangères, ou avec un dos. Le fait même dans le rapport que les gens entretiennent avec le spectacle, il y a quelque chose d'un peu brut parce que les gens arrivent, ils sont en vacances, ils arrivent dans cette sorte de carrière, cette sorte de trou de carrière, il y a du sable. On pense qu'on va avoir chaud toute la nuit. C'est pas du tout vrai, parce qu'après on a 20 degrés de différence. Est-ce que le spectacle commençait quand Au coucher du jour. Au coucher du jour. Non, ça c'était déjà les spectacles. On arrivait vers juste avant la coucher du soleil. Qu'est-ce qu'ils ont à se défendre tout le monde au coucher du soleil? Pas parce que ça cognait, en plus dans une carrière ça fait effet. Oui, c'est un petit four quoi. C'est pas la lumière de 7 heures du soir. Peut-être que la lumière rentrait par... Ça c'était celui qui allait durer toute la nuit. Parce qu'en fait, le spectacle a été présenté, il y a 3 parties dans le spectacle. Il y a la première partie qui est la partie D, la deuxième qui est l'exil dans la forêt et la troisième qui est la guerre. Les 3 parties ont été représentées sur 3 jours. Puis il y a eu une intégrale de 9 heures qui commençait au coucher du soleil, qui finissait au lever du soleil. Voilà. Tandis que les autres commençaient un tout petit peu plus tard, pour finir vers 11 heures. Ça, c'est vous voyez, la matière du public est une matière aussi. Et là, c'est justement le moment de la déesse Ganga qui... Alors, j'aurais pu cadrer comme ça. Je pouvais donner un peu plus de récitant, mais je trouvais que ça se répondait bien, qu'il fallait... Ça c'est très rapide, c'est intuitif, c'est pas... Je post-rationalise, mais je sais
ce que j'ai fait C'est drôle avec les photos, c'est peut-être parce que j'ai arrêté il y a longtemps. Je me souviens assez bien de ce qui s'est passé en moi quand j'étais en train de le faire. Voilà, mais ça c'était le grand moment. Ça c'est le début. Là, l'action était calme. Alors là, c'est la photodance. Lui, je l'avais loupé le premier jour, parce que j'étais en train de faire je sais pas quoi. Il est derrière, il traverse en sautant sur l'eau, et hop, il fait ses sauts qui est magnifique. Et je dis, celui-là, je veux l'avoir. Et donc, dans la journée complète, j'avais repéré et je m'étais bien mis pour l'avoir. Et là, à gauche, vous avez l'acteur de Grotowski, Cislak, parce que Grotowski ne faisait plus du théâtre, et Gluck avait récupéré Cislak, qui jouait ici un rôle extrêmement difficile, un roi aveugle. Oui, c'était le roi aveugle. Ouais. Oui, c'est le roi Dhritarashtra qui est le père des 100 Kauravas. Ah, ça c'est la marionnette. La marionnette. Non, et le masque. Voilà. Qui n'avait un peu Ça quand même. commençait avec le masque de Ganesha. Ouais. Au début, et Ganesha, vous voyez, ouvre le livre qui contient le récit. Voilà. Ce qui fait qu'à la fois nous sommes dans l'immédiat de l'acte, mais c'est un acte raconté. Ouais. Oui, parce que ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a un enfant sur la scène, et en fait, la pièce commence par un conteur qui raconte à un enfant l'histoire de ses origines. Et pendant toute la pièce, en fait, on ne sait jamais vraiment si c'est vraiment ses propres ancêtres ou si c'est plutôt une sorte de figure de l'humanité. Et l'enfant est présent à plein de moments dans la pièce. Et là, c'est des photos des répétitions. Ah, c'est là où Et là, alors on ne alors, voit pas de. on l'a pas mise. Là, je crois, on en voit une où il est de côté. Voilà, la suivante, il s'avance un peu. Voilà. Non, là c'est avec le public, il explique au début. Je crois que je l'ai pas celle. Ouais, pas grave, mais en tout cas, c'était du style. Bon, ça suffit. J'en avais déjà 7 ou 8. Parce qu'il venait au début de la... Là, on revient sur l'idée plutôt du conteur. Dans cette pièce, il y avait vraiment... Enfin, c'est vrai que personnellement, c'est quelque chose qui résonne d'autant plus que j'ai pas pu voir cette pièce parce que je n'étais pas née. Du tout, même de loin. Mais et c'est une pièce qui raconte l'histoire d'un conteur, qui raconte à un enfant l'histoire de ses origines, qu'il ne peut pas écrire, donc il demande à Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, de l'écrire à sa place. Donc il y a cette sorte de petit groupe un peu qui fait une sorte de relais avec le spectateur. Et quand on voit les photos que tu en as tirées, on a vraiment l'idée que tu fais presque un récit personnel de ta propre vision de spectateur enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais de ce spectacle. C'est-à-dire que à travers, on lit la pièce, on peut voir aussi le téléfilm. Il y a un téléfilm qui a été fait de Peter Brook dans cette idée aussi de délivrer cette épopée, ce poème au plus de personnes possible. Il en a fait un téléfilm. Donc, moi, j'avais pu voir le téléfilm, j'avais pu lire la pièce, et quand j'ai vu tes photos, j'ai entendu les paroles se dire sur ces photos, et j'ai vu une sorte de lignes, comme on a pu en voir beaucoup sur le plateau, entre les lignes de lumière, les lignes de feu, les lignes d'eau, se dérouler devant moi, qui n'était pas forcément la pièce telle qu'elle avait été jouée, mais une sorte de presque vision personnelle de cette pièce. C'est drôle parce que moi, je n'avais pas revu les photos depuis des années. Et, tout était bien classé, il y avait un classeur. Quand Maël apparaît,
Je lui donne pratiquement toutes les planches de contact. C'est compliqué de regarder dans une planche contact, c'est comme ça. Hein. Et elle était, ah, c'est là où, quand il lui dit, ah, ça c'est le moment que... Et c'est comme si elle reconstituait un texte qu'elle connaissait, et elle n'avait aucune difficulté à se retrouver dans la pièce avec les images. Moi, c'est pas du tout le cas, j'ai pu relire le livre pour me resituer, j'ai fait les photos, mais ça doit être vrai, en tout cas, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais pour toi, ça l'a été. Ça, c'est clair. Mais ce qui est très fort, en fait, c'est que ça crée une forme, on en a déjà discuté, mais d'oralité sur image d'une certaine manière, parce que comme le conteur raconte l'histoire en même temps qu'on la voit jouer sur scène, du coup là je pars plutôt dans mon expérience personnelle, mais on voit ces images et on a l'impression que c'est aussi quelque chose qui nous est transmis. Et c'est pour ça que moi il y a vraiment eu quand même, alors après c'est peut-être aussi parce qu'on en a discuté et qu'il y a eu des mots qui ont été mis sur ces images, mais il y avait vraiment cette idée aussi d'une forme de mémoire et de récit qui était cette fois raconté par des photos. Et je trouve qu'il y a du coup quelque chose d'extrêmement fort qui s'instaure dans le rapport à la photo. C'est justement cette idée de, comme on voit là, c'est la dernière image du diaporama, mais le spectacle est éphémère, mais la photographie reste et elle peut, d'une certaine manière, être une sorte de moyen de reconstituer d'autres perceptions de ce spectacle. Oui, la photo reste, beaucoup de choses. Ah oui, il manque des choses, mais il y a d'autres choses qui se créent aussi. C'est mieux qu'il y ait quelque chose. Mais aussi, si on pourrait reconstruire la textualité totale, je ne suis pas sûr que quelqu'un comprenne davantage. Parce que si ce n'est pas relié à quelque chose d'une expérience personnelle, je pense que les pièces ne touchent pas. Et une pièce touche quand on est touché par des choses personnelles. Et c'est par là que quand on s'accroche ou qu'on l'accroche que les nœuds s'établissent. Et donc, moi, quand je photographiais, je sentais cette responsabilité qui était d'essayer, en une fois que j'avais la totale, de restituer le plus de choses pour que des gens comme vous puissent replonger sur ce qu'était cette mise en scène. D'ailleurs, ce lieu théâtral qui n'en était pas un, mais qui a été invité en tant que tel, il est resté depuis 1985. Et c'est un des mastes d'Avignon. Et je ne sais pas si quelqu'un a réussi à le sublimer autant. Je ne sais pas. En tout cas, en néophyte que je suis, ça n'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est le spectacle de danse, semble-t-il, mieux. Extrêmement exalté par les yeux. Le spectacle de théâtre, moi j'ai vu ça dans le son d'une unité, même Pico del Bon, le lieu était trop fort. Moi j'ai pas vu, mais semble-t-il qu'il y a eu de très grands spectacles de danse. Ah, ça m'aurait pu voir Pina Bausch là, par exemple. Je pense qu'elle aurait fait quelque chose de... Enfin, bon, voilà, ça c'est un lieu théâtral. Et ton apport et ton regard de sculpteur le sublime de manière assez prégnante. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, Sur ces photos, il faudrait montrer plus ceux qui sont vivants encore. La plupart sont morts. C'est assez dramatique. Là, sur cette photo, Peter est en mauvais état, mais les autres sont morts. Sotigui, Charchislav. That's life. La photo, ça ressemble. Non, je disais ça pourquoi? Parce que je vois la photo de Sotigui et qui passe ici inaperçu, mais vous avez d'autres photos. J'ai vu par hasard, il y a une semaine, un film où on entendait la voix de Sotigui. Et pour moi, l'émotion était beaucoup plus grande parce que j'ai entendu, comme vous dites, c'est un souvenir. C'est un souvenir si on entend la première fois la voix.
c'était bien. Mais la voix de Sotigui renvoyait pour moi, on le voit ici, c'est vrai que. Mais la reconstitution, c'est ça les archives. La reconstitution, c'est faire s'associer plusieurs sources à des enregistrements, des captations, au maximum. Et je voulais vous dire une chose, que le gars qui a le pauvre, 2 ans plus tard, il a été pris en otage par une bande de gangsters à Avignon. On lui a tout volé, parce qu'on a fait tellement de publicité autour de sa fortune personnelle, autour du fait qu'il a offert le lieu au théâtre, que les gars ont appris, et tous les journaux d'Avignon, 2 ans plus tard, en 85, 87, le type ont payé le rançon. Finalement, c'est un souvenir assez, un peu dramatique pour cet homme qui était propriétaire, parce que la carrière, c'était une propriété privée, c'était pas d'État. Donc, il a commencé au théâtre et il a fini en prison. Pas en prison, en otage. Oui, merci beaucoup pour cette très belle conférence, projection à 3 voix finalement. Et moi je voudrais revenir à la citation de Tselem de Georges, parce que je crois que finalement, qu'on ait vu ou pas le spectacle en 1985, vos photos nous permettent d'être le témoin du témoin et de suspendre complètement la question de la vérité de la présentation. C'est-à-dire qu'on est le témoin de votre témoignage sur, et on entre à ces photos dans... oui, on entre dans votre vision personnelle et je trouve que c'est très beau qu'on puisse se suspendre la question de ce qu'a été le spectacle dans sa totalité. Ce que nous en voyons là nous suffit d'une certaine manière, par la richesse de ce que nous dévoilons, par la richesse d'un regard. Moi, c'est surtout à ça que j'ai été sensible dans la photographie, au regard, au témoignage sur ce que vous voyez, plus qu'à la captation, qu'à la saisie de traces du spectacle d'origine. Mais ça, c'est logique parce que je ne suis pas photographe, je suis créateur, artiste. Donc, tout ce que je fais doit être fait à partir d'un regard qui est le mien. Et si je ne peux pas poser le regard, la chose ne me prend pas. Donc, je ne peux, plus fidèle je suis à mon regard, plus fidèle je peux retourner la chose, la rendre en retour. Ça, c'est ma... Et c'était la différence quand je photographiais d'autres choses, c'est que j'avais le photographe autour, il cherchait la mise en page. Et moi, ça, c'était... Si, je tenais compte, parce que après vous êtes censuré dans la mise en page. Mais c'était pas ça que je voulais essayer de transmettre entre la force d'un metteur en scène et la force d'un interprète. Quel était le résultat à cet instant précis. Des fois, je montre plus l'homme au travail que le travail même. Parce que je trouve que le travail même, elle se fait à un instant donné, c'est la pièce. Et que l'homme au travail, c'est celui qui pousse pour que le moment arrive. C'est ce que vous faites là. On est tous toujours en train de pousser, à un moment donné, ça arrive. Quand on est dans la bonne trajectoire et qu'on est bon, ça passe par là où ça doit passer. Mais tous les créateurs que j'ai pu approcher, et grâce à la photo de très près, et c'était le bon prétexte, était pour moi de voir comment ils accomplissent leur création, comment ils arrivent à gérer les différents signes et le mettre pour que ça fasse quelque chose. Et ça, depuis toujours, j'ai appris mes métiers comme ça, en observant les autres qui savent faire et essayer de saisir ça. Et ensuite, c'est dur parce que quand vous voyez ceux qui ne savent pas faire, vous le reconnaissez tout de suite, même si l'aura autour est bonne, parce que ça peut aussi tomber, vous le savez. Et on voit que ça triche, on voit que c'est pas vrai, et on voit que c'est pas comme ça. On voit tous les retours et ils ne sont pas cohérents. Alors, ce groupe, très cohérent. De fait, c'est vrai que dans tes photos, on voit
comme on voit le dialogue entre deux expériences qui sont à la fois une expérience de spectateur et une expérience d'artiste, il y a quelque chose de très fort qui se crée et qui fait que peut-être du coup Théâtre en Europe n'a pas tout à fait rendu justice aux photos en elles-mêmes parce que par exemple ils ont dans la revue ils ont coupé toutes les photos aériennes. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas. Et je comprends qu'ils ne comprenaient pas. C'était un truc de sculpteur. Ils m'ont dit, vous voulez que je vienne photographier parce que je suis sculpteur dans une carrière, laissez-moi montrer la carrière. Enfin, et ça s'est arrêté là. Bon, Pablo, ça, on va le faire. Mais pour eux, c'était... Et après, quand ils sont sortis, ils m'ont dit, bon, on n'a pas mis vraiment... bon, c'est dommage, je le sortirai moi un jour. Voilà. Mais eux, ils étaient tenus d'un autre témoignage, parce que la revue est bien, hein, elle est très bien, et quand on lit le texte, par exemple, de la femme qui fait tous les costumes, ses voyages en Inde, etc., comme ils allaient, ils ont préparé ça pendant 5 ans, on sentait tout ça. Moi, j'ai presque regretté de ne pas pouvoir les avoir accompagnés quand ils allaient scruter sur le terrain, c'est qu'ensuite ils allaient ramener. Moi, c'est toute la cuisine qui m'intéresse, ensuite les plats, il faut qu'ils soient bons, mais c'est ça une pierre de théâtre. Ce qui est intéressant dans les photos, d'habitude dans les photos, comme vous dites, si je travaille beaucoup avec les photos, on supprime toujours le spectateur parce qu'on considère que la présence du spectateur parasite l'image. Tandis qu'ici, ça demande beaucoup de goût et de la proximité propre au théâtre de groupe entre acteur et spectateur. Il n'y a pas une séparation tellement nette, même à Avignon, la cour, c'est la scène, c'est tout. Certains aiment ça, d'autres n'aiment pas, mais Brooke, il aime ça. Les premières photos, on les voit, regarde ici aussi, on les voit qui sont à côté. Ils ne sont pas sur le plateau, ça c'est très important. Oui. Mais ils sont très proches. C'est aussi quelque chose qui met en place avec les dispositifs de plein pied comme au bout du Nord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation qui est faite, il y a une transmission directe de quelque chose. Mais quand même, le spectacle, dans son expression la plus approfondie, c'était le spectacle. Ah oui, oui, parce que je l'ai vu au bout du Nord et de la carrière. Même s'il y avait une autre carrière, hein, en plus ça c'était l'autre chose que je dis. Un spectacle. Le texte, dans une carrière, j'y vais quoi. C'était le vanité. Ce qui est dommage, c'est que Brooke ait détruit le spectacle en faisant le film, qui est une catastrophe. Ça c'est dommage. Pour quelqu'un qui ne se laisse pas photographier, c'est dommage. Mais c'est souvent comme ça, les timides, quand ils se montrent, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.